Tenez. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel entretien. Cette fois-ci avec Nathalie Loiseau. Madame Nathalie Loiseau, merci d'être venue à notre rencontre pour cette 8e édition des Idées mènent le monde. Madame Loiseau, à la lecture de votre parcours, j'ai un seul commentaire qui me vient à l'esprit. Il est plutôt admiratif. Comment faites-vous pour avoir fait autant de choses, pour avoir mené autant d'actions et occupé autant de postes? Rappelons en un mot que vous avez d'abord été diplomate, en poste à Jakarta, à Washington, à Dakar et à Rabat. Vous avez également dirigé l'École nationale d'administration. Il paraît même que vous avez appris votre nomination à l'ENA alors que vous étiez en vacances ici en Béarn. Je confirme que j'ai des attaches béarnaises fortes. D'ailleurs, Voilà. J'ai des amis dans la salle à qui je suis désolée de tourner le dos. Mais le Béarn me porte chance, en effet. Voilà, je savais cette réponse et je voulais que vous la donniez à nos amis. Vous avez également été nommé ministre des Affaires européennes avant d'avoir été élu en 2019 à la tête d'une liste aux élections européennes. Vous êtes... où vous occupez un certain nombre de fonctions importantes, notamment à la commission spéciale sur la lutte contre les ingérences étrangères, y compris de désinformation. Et c'est le sujet qu'on va évoquer. Vous venez de publier La guerre qu'on ne voit pas venir. Permettez-moi de citer le titre complet. Cyberattaque, vrai troll, faux médias, vivre en paix. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre en paix? Un livre dans lequel vous passez au crible toutes les armes utilisées par les puissances autoritaires et évidemment inamicales pour essayer d'utiliser notre espace de liberté comme terrain de jeu, dans l'espoir évidemment de nous diviser et de nous affaiblir. Alors on ne va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'une guerre que l'on ne voit pas venir, selon votre expression? Comment définiriez-vous finalement cette guerre invisible? Donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne mieux. Tout d'abord, merci de cette introduction. Et puis, c'est un plaisir tout particulier d'être à Pau quand on aime autant le Béarn que c'est mon cas. Oui, j'ai voulu écrire ce livre parce que depuis 2 ans, au Parlement européen, nous avons monté une commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans nos démocraties, c'est-à-dire qui essaye de nous influencer, pourquoi faire, comment, et surtout comment on y résiste. Et j'ai appelé ce livre « La guerre qu'on ne voit pas venir » parce qu'il y a aujourd'hui une guerre en Europe, en Ukraine. Celle-là, on la voit tous les jours, des images atroces, une réalité terrible. Mais il y en a une autre qui se mène de manière plus sourde. Les spécialistes appellent ça une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est une guerre qu'on nous mène de manière inamicale, sans utiliser les armes conventionnelles, mais dans l'objectif de nous affaiblir. Et c'est effectivement par la désinformation, par des attaques qui sont destinées à nous faire croire que ce dont nous avons hérité, la liberté, la démocratie, la capacité de débat, seraient des faiblesses, et que finalement les régimes autoritaires seraient, eux, dans le vrai. Vous vous souvenez tous du début de la pandémie de Covid et de la manière dont la Russie et la Chine se sont dressés pour dire « soyons sérieux, face à une pandémie, il faut un régime autoritaire, il faut de la poigne, il faut mettre les gens sous cloche. Et puis nous, grands pays scientifiques, nous allons être les premiers à inventer des vaccins. Et pendant ce temps-là, l'Occident est en train de compter ses morts, de pleurer à chaudes larmes et ne s'en sortira pas. » Quelle est la réalité aujourd'hui? Le continent qui a malgré tout le moins souffert, même s'il a beaucoup souffert de la pandémie de Covid, c'est l'Europe. Celui qui a pu venir en aide à tout le monde et à chacun, c'est l'Europe. Pendant ce temps-là, le vaccin russe, même les Russes n'en veulent pas. Il y a moins de 30% de la population russe qui est vaccinée parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner avec un vaccin pour lequel ils n'ont pas confiance. Mais ça envahit nos sociétés, nos débats, nos réseaux sociaux, bien sûr.
et au-delà, les médias, les conversations de nous tous, pas tout à fait spontanément. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, quand vous voyez des débats qui démarrent, vous avez l'impression que c'est un habitant de Soumoulou qui échange avec un habitant de Saint-Palais et qui termine avec un habitant d'Arzac. Bonjour, cher Bernard. Et puis, alors c'est le cas. Heureusement que nous avons notre capacité à débattre et parfois à ne pas être d'accord. Mais vous ne savez pas toujours que celui qui fait semblant de s'appeler Bernard Dupont sur Twitter, en fait, travaille à Saint-Pétersbourg dans ce qu'on appelle une usine à trolls. Il est payé parce qu'il parle français, parce qu'il participe au débat, pas forcément pour vous faire croire quelque chose, mais pour faire monter en épingle la division. Vous allez avoir des trolls russes ou chinois, c'est-à-dire des gens qui sont payés à la ligne pour faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Certains vont vous dire le vaccin c'est formidable, d'autres vont vous dire le vaccin c'est mortel. Ça va monter en visibilité et à un moment, on va avoir l'impression que c'est nous et que nous sommes irréconciliables. Et c'est ça l'objectif, qu'il n'y ait plus de vérité, que la science soit laissée de côté, que les faits soient oubliés et que nous ayons l'impression de vivre sur un ring de boxe. Oui, parce que finalement, la guerre de la désinformation, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'hier, ni même d'avant-hier. Je lisais que déjà au VIe siècle, avant notre ère, un général et stratège chinois expliquait dans l'art de la guerre toute l'importance de la tromperie et de la duperie dans la conduite d'un conflit. Lors de la Révolution française, Camille Desmoulins, journaliste, a essayé lui aussi à assumer la manipulation de l'information qu'il maîtrisait. De même, durant la Première Guerre mondiale, on sait aussi tout ça. Qu'est-ce qui a vraiment changé là, un siècle après, pour qu'on se réinterroge sur ces guerres qu'on ne voit pas venir? Quel est l'élément fondamental de cette réapparition, en quelque sorte? Je dirais que c'est l'industrialisation de la désinformation. Et c'est évidemment le numérique qui la rend possible. Je vais prendre un exemple. En 1983, paraît dans un tout petit journal quelque part en Inde une fausse information laissant entendre que le virus du sida avait été inventé dans un laboratoire américain d'armes biologiques à Fort Detrick. Cette fausse information dans un tout petit journal met 3 ans à atteindre d'abord l'Afrique du Sud, puis la Russie, puis l'Allemagne de l'Est, on a encore le mur de Berlin, puis le reste du monde. 3 ans pour propager une fausse information qui rend les États-Unis responsables de l'apparition du virus du sida. On fait un saut dans le temps, 2020, la pandémie de Covid, pardon. 2020, la pandémie de Covid, c'est bien, vous suivez, vous n'êtes pas en train de digérer. Sur un site internet chinois, une fausse information prétend que le virus du Covid a été inventé dans un laboratoire américain spécialisé dans les armes biologiques qui s'appellerait Fort Detrick. Les informateurs n'ont pas toujours beaucoup d'imagination. Cette fausse information met 3 heures à faire le tour du monde. C'est ça que ça change. Et elle touche des centaines de millions d'individus en 3 heures. Ce qui veut dire que même quand on est dans la réaction, il est souvent déjà trop tard. Même quand on se dresse pour se dire « ça n'est pas exact », ce que vous avez lu n'est pas vrai. Il y a des centaines de millions de gens qui l'ont lu. Et comme un autre objectif, c'est de nous faire perdre confiance dans les médias professionnels, vous entendez parfois parler de sites de réinformation. C'est un néologisme épouvantable. Moi, ça me fait penser au camp de rééducation. Vous savez, quand vous avez été mal éduqué et que les Khmers rouges ou les maoïstes vous envoient dans un camp de rééducation, là, vous seriez mal informé par des journalistes professionnels et vous auriez la chance de pouvoir vous réinformer par des sites de réinformation. C'est-à-dire que ça prend l'apparence d'un site de presse, même quand il n'y a pas de journaliste dans la rédaction.
C'est le cas par exemple du site qui s'appelle François aujourd'hui, qui a repris le beau nom de ce beau journal de Pierre Lazareff. Et c'est un site où il n'y a pas de journalistes, mais où sont compilées toutes les théories complotistes possibles et imaginables, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'indulgence pour tout ce qui vient de Russie. Et évidemment, pour beaucoup de gens de bonne foi, c'est marqué dans François, donc c'est vrai. Alors vous avez été témoin, durant votre carrière de diplomate, d'une des plus grosses opérations de désinformation du début de ce XXIe siècle. Vous étiez alors en poste à Washington, vous étiez même le porte-parole de l'ambassade de France, au moment où le président Bush a accusé Saddam Hussein de posséder des armes de destruction massive. Hein, avec pour conséquence, évidemment, la terrible guerre en Irak et toutes les conséquences de cette guerre. Moi, je profite de vous avoir pour vous demander de nous raconter un peu comment vous avez assisté, quels étaient les dessous de ce mensonge diplomatique absolument énorme. D'abord, cette histoire dit trois choses. La première, c'est qu'une guerre hybride, une désinformation, précède souvent une guerre tout court. Elle est déjà l'expression d'une forme d'agressivité. Et d'ailleurs, l'Ukraine a connu la guerre hybride de la part de la Russie avant de connaître la guerre tout court. Donc on ne peut pas prendre ces opérations de manipulation à la légère quand elles sont faites par un État étranger inamical. C'est qu'il est déjà prêt à l'usage d'une certaine forme de force. Et on voit bien que le mensonge américain était destiné à justifier une intervention militaire en Irak. La deuxième chose que ça nous apprend, c'est qu'il n'y a pas les pays qui n'y recourent jamais face à ceux qui y recourent souvent. L'Occident l'a fait, en particulier les États-Unis avec le mensonge sur les armes de destruction massive, et ça a d'ailleurs contribué à une forme de perte de confiance dans la parole américaine. Vous vous souvenez que l'année dernière, à partir de l'automne, quand le président Biden a commencé à dire que le fait que des troupes russes se massaient à la frontière avec l'Ukraine était préoccupant, beaucoup de gens n'avaient pas envie de l'entendre en disant « Oh, les Américains, ils racontent n'importe quoi ». On ne l'a pas cru. Moi, j'étais allée en Ukraine et j'ai vu, à Mariupol notamment, Mariupol, ville martyre, j'ai vu les troupes russes en face des troupes ukrainiennes. Donc ce que décrivait Joe Biden était exact, mais on ne l'écoutait plus tout à fait. Et puis la troisième chose que ça nous apprend, c'est qu'il y a quand même, et heureusement, une différence entre une démocratie et un pays autoritaire. C'est que s'agissant des États-Unis, nous savons tous que George Bush a menti. Et nous l'avons su en réalité assez vite. Moi, comme vous l'avez dit, j'étais porte-parole de l'ambassade de France à Washington. Nous savions avant même que la guerre ne se déclenche qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak parce que nous avions nos propres renseignements autonomes. Nous savions que les Américains mentaient. Ça a été mon travail de le faire comprendre à des journalistes américains qui étaient juste après le 11 septembre dans un pays traumatisé, où c'était difficile de dire à des Américains « le chef de l'État, le chef de l'armée américaine est en train de vous mentir ». Il a fallu un petit peu de temps pour faire passer le message. Mais le message est passé. Difficile à admettre, évidemment. Évidemment, après les mais attentats en un an seulement, l'opinion américaine s'était retournée et comprenait que cette invasion de l'Irak avait été fondée sur un mensonge. C'est ça la démocratie. Quand il y a des contre-pouvoirs, quand il y a des médias libres, on arrive toujours à s'y retrouver. En revanche, regardez ce que dit le président Poutine et regardez ce qu'en pense son opinion publique dans un pays qui est littéralement sous une chape de plomb, où les médias ne sont plus libres, où le simple fait de prononcer le mot « guerre » au lieu de « opération militaire spéciale » peut vous valoir 15 ans de prison. Aujourd'hui, les Russes savent que leurs enfants partent au front. Des mères, des épouses de soldats commencent à se mobiliser. Certaines sont même allées rechercher leurs maris sur le front. Mais c'est tout. Sur le fait que l'Ukraine était une menace pour la Russie, beaucoup de Russes le croient encore parce que ça fait 15 ans que la propagande russe le dit
et qu'il n'y a pas de contrepoids, pas de contre-pouvoir. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dangereux. Alors, dans ce livre, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Vous ne changez pas, vous ne masquez pas les prénoms, comme on fait dans certaines enquêtes. Vous y allez franco, vous balancez les faits, les uns après les autres. On vous accompagne ainsi en Russie, en Chine, en Turquie, chez les radicaux religieux, en Australie, à Taïwan, en Afrique, et même dans les pays occidentaux, hein, aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France et en Allemagne. Alors pourquoi, Nathalie Loiseau, n'avez-vous pas titré votre livre « La Troisième Guerre mondiale a commencé » ? Parce que c'est bien de cela, finalement, qu'il s'agit, non ? Je n'utiliserai pas ce titre-là, même si, en effet, il y a un affrontement, une confrontation entre les dictatures et les démocraties, parce que c'est exactement la Troisième Guerre mondiale est un risque, un argument qui est utilisé notamment en France par certains hommes et femmes politiques qui voudraient nous faire lâcher l'Ukraine en nous disant « vous vous rendez pas compte, vous aidez un pays qui est face à une puissance nucléaire, si vous l'aidez, nous sommes en risque de déclencher une Troisième Guerre mondiale ». Ce mot de Troisième Guerre mondiale a été pris en otage par ceux que j'ai appelés, parce que c'est vrai que j'aime bien dire les choses, et puisque j'en ai appris beaucoup dans cette commission d'enquête, je ne voulais pas garder ce que j'ai appris pour moi, je voulais le partager avec les autres, tout ce qui était documenté, confirmé, recoupé, certain, j'ai voulu le partager. Il y a ce qu'on appelle ce que j'appelle les idiots utiles des ingérences étrangères, c'est-à-dire en Europe, des hommes, des femmes politiques on y viendra, qui reprennent la propagande de guerre russe à leur compte, soit parce qu'ils ont des convictions, soit parce qu'ils ont des comptes en banque. L'un ou l'autre, ou les deux, je ne sais pas. Et j'ai voulu le dire, bien sûr, on m'a dit, oh là là, mais si tu donnes les noms, si tu racontes les faits, si tu racontes les voyages à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Crimée, on va te faire un procès. J'attends toujours, avec beaucoup de sérénité. Personne n'a menacé de me traduire en justice, tout simplement parce que tout ce qui est écrit est documenté et vérifié. La guerre en Ukraine met en lumière évidemment l'activisme russe. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, en matière de guerre parallèle. Déjà, il y a presque 10 ans, le général chef d'état-major russe, Gerasimov, avait en quelque sorte théorisé la guerre invisible, qui ne se déroule pas évidemment sur un champ de bataille. Et il considérait que finalement, le nouveau champ de bataille devait être investi par la presse, par Internet, considérant que les médias, comme le média Russian Today, étaient une arme russe. Comment se fait-il que les dirigeants occidentaux n'aient pas réagi plus tôt ? Est-ce que c'est, je n'ose le croire, une part de naïveté, ou est-ce qu'une forme d'incapacité démocratique à réagir ? Alors je crois que la démocratie a tous les moyens pour réagir par des méthodes démocratiques, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de naïveté. Parce que si on reprend l'histoire, l'agressivité russe telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'on la vit aujourd'hui en Ukraine, n'a pas commencé le 24 février de cette année. Elle a commencé en Géorgie en 2008, avec le fait que les Russes prennent des morceaux de la Géorgie pour eux-mêmes. Donc au mépris du droit international, ils se sont approchés à quelques kilomètres de la capitale de Géorgie, Tbilissi. Et on n'a pas réagi. Si, à l'époque, Nicolas Sarkozy était venu négocier un cessez-le-feu, mais qui en gros donnait beaucoup à l'agresseur et pratiquement rien à l'agressé. Ça n'était qu'un cessez-le-feu. Mais ce n'était pas le retour à la situation d'avant. Ensuite, 2014, au moment où l'Ukraine n'est pas en train de se rapprocher de l'OTAN, ça c'est un des plus beaux mensonges de Vladimir Poutine. À l'époque, l'OTAN avait dit à l'Ukraine, oui, on verra un jour, mais plutôt dans longtemps. À ce moment-là, l'Ukraine avait rendu toutes ses armes nucléaires à la Russie, mais l'Ukraine faisait quelque chose de beaucoup plus provocateur vis-à-vis de Moscou. Elle se démocratisait. Il y avait eu une révolution à Kiev, sur la place Maïdan,
Et les jeunes Ukrainiens qui avaient campé pendant des semaines, il y avait eu 82 morts à l'époque, parce qu'on avait tiré sur les manifestants. Ils défilaient avec des drapeaux ukrainiens et des drapeaux européens. Et ils disaient, on veut la démocratie, la fin de la corruption, et on veut rejoindre l'Union européenne. Et c'est là que Poutine annexe la Crimée et se met à déstabiliser le Donbass. Nous prenons des sanctions, mais qui sont des sanctions relativement légères. Et on se dit, il n'ira jamais plus loin. Allez, quand même, c'est notre voisin. Quand même, on commerce. Et il y avait encore, et chez certains, il y a toujours, cette idée que plus on a de relations avec un pays, plus on commerce, plus on fait des affaires ensemble, moins il a de raison d'être agressif. Sauf que rien ne le prouve. Ça n'est pas vrai pour la Russie de Poutine, puisqu'on l'a vu en 2015 ensuite soutenir Bachar el-Assad en Syrie et commettre des massacres épouvantables. Ça n'est pas vrai pour la Chine. Dieu sait qu'on commerce avec la Chine, Dieu sait qu'on fait des affaires avec la Chine, mais on voit qu'aujourd'hui la Chine s'arme à tour de bras et qu'elle laisse entendre qu'elle pourrait prendre Taïwan par la force. Ce n'est pas vrai avec la Turquie, qui est quand même toujours officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne, même si on ne négocie plus avec elle depuis des années. Mais la même Turquie qui vient de lancer des frappes en Syrie et en Irak aujourd'hui, qui menace la Grèce en Méditerranée orientale et qui menace Chypre, qui s'allie avec l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc non, ça ne suffit pas de faire des affaires pour qu'un autocrate n'ait plus envie de recourir à la force. Tous ces régimes sont des régimes à bout de souffle politiquement. Ils n'ont rien à offrir à leur population. Et quand on n'a rien à offrir, aucun progrès, on revient sur un récit national, nationaliste, impérial, impérialiste et très vite militaire. Et c'est ce que font ces pays autoritaires. Et parce que nous représentons autre chose, il faut nous discréditer, nous diviser, nous affaiblir. Vous parliez de division et vous consacrez un chapitre à ceux que vous appelez les idiots utiles du pouvoir russe, c'est-à-dire en fait les relais de propagande russes en France. Et vous citez carrément des noms comme Thierry Mariani, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Vous rappelez d'ailleurs à ce propos ses prises de position sur la Russie depuis la guerre en Syrie et en Crimée. Est-ce que Mélenchon et Le Pen sont sur le même bateau de l'idiotie utile, si je puis dire? Alors, s'agissant du Rassemblement national, ce qui est documenté, c'est les finances du Rassemblement national. C'est le fait que Marine Le Pen ait conclu plusieurs prêts, elle et son père en fait, plusieurs prêts de la part de banques russes qui n'étaient pas n'importe quelle banque russe. La première a fait faillite, elle était très proche du Kremlin et sa créance sur le Rassemblement national a été rachetée par une entreprise qui n'est pas une banque, qui est une entreprise de pièces détachées de matériel aéronautique dont la spécialité est de vendre des pièces détachées d'avions de chasse à Bachar el-Assad. Moi, quand vous avez besoin d'un crédit, ce n'est pas exactement la première entreprise à laquelle vous allez penser pour faire un prêt. Marine Le Pen, si. Et on a aujourd'hui, grâce à des hackers, des échanges de messages entre responsables russes qui, à l'époque, disent « Ah ben c'est formidable, Marine Le Pen vient de dire que la Crimée était russe, il va falloir songer à la récompenser. » Je ne l'invente pas. Ça a été publié, ça s'est retrouvé dans des documentaires, ça n'a été contesté par personne. On retrouve la même chose chez Philippe de Villiers, par exemple, qui, après l'annexion russe de la Crimée, annexion dont je rappelle qu'elle est reconnue à peu près par une dizaine de pays dans le monde seulement, parmi lesquels vous allez compter la Corée du Nord, l'Ossétie, qui n'est pas un pays véritablement indépendant, ou le Nicaragua. Donc après l'annexion russe de la Crimée, Philippe de Villiers va en Crimée et propose de construire un puits du Fou en Crimée. Et il rencontre Vladimir Poutine. La rencontre est filmée. On voit Vladimir Poutine ravi d'avoir un petit Français un peu à ses pieds.
Et Vladimir Poutine, avec perversité, lui dit « Oui, mais très bien, si on fait un parc à thème historique en Crimée, comment est-ce qu'on va traiter la période napoléonienne ?» Et vous avez Philippe de Villiers qui s'aplatit et qui dit « Je serai naturellement du côté de l'agressé ». Alors ne venez pas me dire qu'il défend l'histoire de France, qu'il explique qu'il va faire un parc à thème où ce sera la pauvre Russie et le méchant Napoléon. Bon, finalement, ça n'a pas marché parce qu'il était allié avec des oligarques proches de Poutine qui ont fini par laisser tomber, Dieu merci. Sur Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abord l'anti-américanisme qui prime. Tout ce qui vient des États-Unis est mauvais et tout ce qui est hostile aux États-Unis est plutôt sympathique. Donc on va dire que c'est de la conviction. Enfin, c'est de la conviction qui l'a poussé très loin. Comme Jean-Luc Mélenchon a été député européen et que je le suis aujourd'hui, il m'est facile, mais il vous est tout aussi facile d'aller rechercher ce qu'on appelle les explications de vote. Quand on vote sur un sujet un peu controversé et qu'on veut être sûr que nos concitoyens comprennent exactement pourquoi on a pris une position, on a la possibilité de faire une explication de vote. Elle est mise sur le site internet du Parlement européen, elle est publique et Internet a de la mémoire. Donc je suis allée regarder. Et je retrouve sur le mandat de Jean-Luc Mélenchon, 2014-2019, des phrases aussi lourdes que bientôt l'Ukraine se désintégrera et ce sera une bonne nouvelle. Quand on a écrit ça, c'est quand même qu'on était très proche du récit russe, et d'ailleurs son conseiller de l'époque était un Serbe extraordinairement pro-russe, et il l'avait choisi et il l'avait gardé pour ça. Permettez-moi encore une question franco-française. Les yeux doux que vous reprochez à Macron et aux autres, est-ce qu'on ne peut pas non plus les apercevoir dans le regard que portait Emmanuel Macron au début de son quinquennat vers Poutine ? Rappelons-le qu'il l'a invité en grande pompe à Versailles, puis ensuite à Brégançon. Est-ce que vous n'avez pas, si je peux me permettre, une analyse un peu restrictive ou sélective ? Non, parce que je pense aussi que la diplomatie consiste à parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, et le jour où on fait la paix, en général, c'est avec ses ennemis. Moi, j'ai été diplomate pendant presque 30 ans, vous l'avez rappelé. À votre première question, comment avez-vous fait pour faire tout ça ? Je ne suis plus très jeune, c'est ça ma réponse. Mais il faut parler aux gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et quand vous êtes chef de l'État, vous n'avez pas le choix avec qui vous parlez ou pas. Tout dépend de ce que vous lui dites et tout dépend de la manière dont vous arrivez à défendre les intérêts de votre pays et les principes sur lesquels vous avez été élu. Pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron continue, pas très souvent, mais ne s'interdit pas de parler à Vladimir Poutine ? Je dirais que c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a probablement assez peu de gens dans l'entourage de Vladimir Poutine qui lui disent la réalité de la situation militaire en Ukraine. Si Emmanuel Macron peut être l'un de ceux-là, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, c'est parce que Vladimir Poutine refuse de parler à Volodymyr Zelensky. Donc quand vous avez, là encore, les idiots utiles, une Ségolène Royal qui nous dit en permanence la négociation vite, la paix vite, ah bah oui, mais quand le président russe ne veut pas parler au président ukrainien, c'est un peu compliqué. Donc à chaque fois qu'il y a une urgence à traiter, le président ukrainien demande à Emmanuel Macron d'appeler Vladimir Poutine. Comme par exemple quand il y a des inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, c'est le cas aujourd'hui. Elle est bombardée aujourd'hui. La dernière fois que Emmanuel Macron avait parlé à Vladimir Poutine, c'était pour permettre aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'entrer dans la centrale de Zaporijjia, ce qui nous a permis d'apprendre que non seulement les Russes occupaient cette centrale nucléaire, donnaient des ordres aux ingénieurs nucléaires ukrainiens contradictoires avec les ordres qu'ils recevaient d'Ukraine, vous imaginez le danger, mais avaient stocké du matériel militaire au sein d'une centrale nucléaire civile. Ça s'appelle un acte de terrorisme. Et la semaine prochaine, on va le dénoncer au Parlement européen. Donc oui, il faut parler, mais pour le coup, avec une longue cuillère,
sans naïveté et en sachant se faire respecter. Ce qui incite un peu au pessimisme, pas seulement au travers de votre livre, mais avec les événements que nous vivons, c'est aussi au fait qu'on a le sentiment qu'une part croissante de l'opinion publique semble préparée à recevoir les fake news, pardon, les fausses informations. Est-ce que parce que nous avons désormais une sorte d'addiction aux informations dites intéressantes, comme nous pouvons l'avoir avec le sucre, est-ce que certains dirigeants ont réussi à nous faire accepter des contre-vérités évidentes? Alors je crois que le combat n'est ni perdu ni gagné. Je crois qu'on est exactement au moment où la pièce de monnaie est sur la tranche et je ne sais pas de quel côté elle va retomber. Oui, il y a des désinformations qui subsistent, qui surnagent. Il y a des ingérences dans les processus électoraux. On sait maintenant que l'élection de 2016 aux États-Unis a fait l'objet d'ingérences russes massives. Il y a eu des faux documents qui ont été diffusés à plus de 150 millions d'Américains et qui avaient été fabriqués à Saint-Pétersbourg. Ça, on le sait. On sait qu'il y a eu des ingérences pendant le référendum du Brexit. On ne sait pas tout parce que le Parlement britannique a fait un travail d'enquête et Boris Johnson, à l'époque, n'a pas voulu publier tout le rapport. Donc on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas tout. On découvre depuis quelques mois que le faux référendum de Catalogne avait été soutenu par des proches de Vladimir Poutine. On découvre que les indépendantistes catalans sont allés à plusieurs reprises à Moscou demander de l'argent. Alors, il y a ce qu'on découvre et puis il y a ce qu'on n'a pas encore découvert. La question, c'est comment on réagit. Est-ce qu'on se met à fermer nos sociétés comme le font les régimes autoritaires, comme le fait la Chine, par exemple, où tout l'Internet est verrouillé, où tout est contrôlé? Ce serait tomber dans le camp de ce que l'on veut combattre, donc c'est évidemment pas ce que nous souhaitons faire. Une guerre de retard, en quelque sorte. Est-ce qu'on fait comme les États-Unis, où on considère que le marché régule tout? Vous avez vu Elon Musk racheter Twitter, et depuis qu'il y est, c'est quand même le chaos total. Il a viré la moitié du personnel, et parmi les restants, il y en a à peu près 2/3 qui ont démissionné, à tel point qu'il a été obligé de fermer les bureaux pour le week-end, parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer à partir de lundi. Et il a réintégré Donald Trump sur la base d'un sondage des abonnés, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait des machines qui votent, ce qu'on appelle les bots, pour que ça gagne. C'est l'espace public qui est privatisé par l'espèce de Citizen Kane du XXIe siècle, avec des foucades qui sont quand même pas très démocratiques. Nous pensons qu'en Europe, c'est avec les outils de la démocratie qu'il faut nous battre. Nous voulons conserver ce que nous sommes, nous voulons rester libres, nous voulons rester des sociétés pluralistes, où on peut débattre et être en désaccord sans forcément être en guerre civile. Ça passe par l'esprit critique, ça passe par le renforcement des médias professionnels, ça passe par l'exposition des attaques auxquelles nous sommes confrontés. C'est ce que j'ai essayé de faire modestement dans ce livre, mais c'est ce que font aussi beaucoup de gens extraordinaires qui sont en permanence en train de regarder ce qui se passe sur Internet et de vous dire, cette image, en fait, c'est une fausse image. Ça s'est passé un autre jour, dans un autre pays. Ne vous y laissez pas prendre. Ça veut dire entraîner notre esprit critique. Ça veut dire un peu légiférer. Par exemple, et vous avez dit que j'aime bien appeler un chat, je vous le confirme, même si je m'appelle l'oiseau. Mais quand vous avez un ancien Premier ministre, François Fillon, qui va travailler pour des entreprises russes, quand vous avez au même moment un ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, qui va travailler pour Gazprom, est-ce que c'est tout à fait normal? C'est pas n'importe qui. Un ancien chancelier, un ancien Premier ministre, ce sont des gens qui ont eu accès à des secrets d'État et qui vont travailler pour des entreprises qui sont liées à un pouvoir qui n'est pas amical vis-à-vis de nous. Personne n'est obligé de devenir Premier ministre, on peut toujours dire non. Personne n'est obligé de refaire une nouvelle carrière en allant travailler pour des intérêts russes. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement passer une loi pour dire que les anciens chefs de gouvernement et sans doute les anciens ministres de la Défense, les anciens ministres des Affaires étrangères s'engagent, lorsqu'ils prennent leur poste
à ne jamais travailler pour les entités d'un pays qui n'est pas notre allié. J'ai pas l'impression de demander la lune et j'ai pas l'impression qu'on devient une dictature. Je pense que ça nous rendrait tous plus confiants. De la même manière, quand vous branchez votre télévision en continu, en ce moment, surtout depuis le mois de février, vous voyez défiler des anciens généraux, c'est le cas de le dire, des anciens ministres, des anciens ambassadeurs. Très bien, j'en connais beaucoup. Parfois, je tique un peu sur ce que je les entends dire. Je vais prendre un ancien général, comme ça ce ne sera pas un ancien diplomate, mais l'autre jour, un ancien général dont j'ai vérifié qu'il n'a pas passé 1 minute de sa carrière sur un champ de bataille. Il en a beaucoup parlé. Mais ça ne l'empêche pas d'en parler. Nous expliquait qu'au moment de la chute, de l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN avait promis de se désintégrer. Alors, soit il est très très fatigué, soit il nous prend vraiment pour des imbéciles, soit je ne sais pas pour qui il travaille. Mais c'est un mensonge éhonté. Et le journaliste qui était en face était tellement sidéré qu'il a essayé de balbutier, mais enfin, d'où tenez-vous ça ? Ben, enfin, c'était dit. Moi, je voudrais très simplement qu'on fasse avec l'information ce qu'on fait avec des pizzas surgelées. Sur la boîte, il y a les ingrédients. Et vous achetez une pizza en fonction des ingrédients que vous avez envie de trouver ou pas. Quand vous consommez de l'information, il serait normal que l'on sache que l'ancien ambassadeur a monté un cabinet de relations publiques et qu'il a pour client, j'en sais rien, la compagnie gazière du Qatar. Donc il va vous dire que c'est quand même vachement bien de diversifier nos sources d'énergie. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai besoin de savoir qui travaille pour le Qatar, que c'est le Qatar qui le paye quand il dit ça. J'ai pas besoin de savoir qu'il est ancien ambassadeur. Ce que vous dites sur effectivement cette manière de la désinformation, je dirais, grand public, sur Internet, il y a aussi ce même risque d'une information qui est finalement collective. De moins en moins, il y a un chercheur historien belge, David Engels, qui dit que dans quelques décennies, plus personne n'ira dans les bibliothèques apprendre tout seul, et pratiquement tout le savoir sera en quelque sorte googlisé. Est-ce que ça comporte ça, finalement, le risque d'une désinformation totale ? Est-ce que cette curiosité d'apprendre et de filtrer par soi-même, c'est du domaine du siècle passé et des siècles précédents ? Je ne crois pas. D'abord, quand je vois le succès des idées vous nous rassurez en disant que vous ne croyez pas à ça. On voit bien qu'il y a une vraie curiosité, qu'il y a une vraie envie de se confronter à des idées qui ne sont pas forcément les siennes, mais enfin, en tout cas, d'écouter et de réfléchir. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est la confusion des genres. La confusion des genres entre les faits et les opinions. Moi, je n'ai jamais de difficulté à débattre, mais j'aime bien que la personne qui est en face de moi soit situable de la même façon que je le suis, moi. J'ai été diplomate, mais aujourd'hui, je fais de la politique. Je suis élu, je rends des comptes aux Français. J'ai une couleur politique. On sait qui je suis. Et c'est bien le moins. J'aimerais bien parfois que la personne qui est en face de moi, qui va arriver avec une étiquette d'historien ou d'éditorialiste, s'il a une conviction politique qu'il a envie de défendre, mais très bien, on est en démocratie, mais qu'il dise « là, c'est mon opinion », pas « là, je déroule des faits ». Ça, c'est la première confusion. Elle a été particulièrement lourde d'effets secondaires pendant la pandémie de Covid. Ça y est, je dis Covid, je suis bien réveillée. Quand on a mis en question la science, quand vous avez eu des diaphores russes, parfois méridionaux, qui sont venus prétendre avoir fait des expériences qu'ils n'avaient pas faites dans les conditions scientifiques, et qui venaient tordre des réalités pour être sûrs d'avoir raison. Ça, c'est une confusion gravissime. Et puis, il y a une dernière confusion, et
on a vu récemment un exemple à la télévision, c'est la confusion entre l'information et le divertissement. Moi, je ne suis pas là pour faire des spectacles. Je ne me suis pas fait élire pour faire tourner des ballons sur mon nez. Si c'est ça le jeu, il faut prendre quelqu'un d'autre que moi. Je n'irai jamais chez Cyril Hanouna. Jamais. Non. Ça n'a rien de remarquable, mais on ne sait plus ce qu'on voit, on ne sait plus ce qu'on entend, on ne sait plus d'où il parle, ni d'où parle celui qui est en face. Et c'est un débat qu'on a eu quand j'étais au gouvernement. Marlène Schiappa y était allée. Et je ne peux pas dire que je me suis fait mon opinion tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, elle a le courage d'y aller. Mais non, c'est une confusion. On n'attend pas de moi qu'on ne sache plus qui je suis. Et évidemment, quand le jeune Louis Boyard crie au loup et découvre que celui qui a été son employeur, Vincent Bolloré, son promoteur, dont il a touché un salaire, et quelqu'un qui n'apprécie pas, lui aussi se moque du monde. Et finalement, ça abîme tout. Ça abîme la parole politique, ça abîme le journalisme, et ça rend cynique, sceptique et dégoûté ceux qui voient ça devant leur écran de télévision. Moi, si je fais de la politique, je le disais tout à l'heure au déjeuner, c'est parce que j'ai rencontré il y a très longtemps, quand j'étais en poste au Sénégal, un marabout sénégalais. Il se trouve que ça avait été le marabout de Pierre Mauroy, qui était encore vivant à l'époque et qui m'avait demandé de le retrouver. Quand vous êtes diplomate, vous faites des trucs bizarres. Donc j'avais retrouvé ce marabout, qui était un homme assez impressionnant, extrêmement chaleureux et sympathique. Et j'étais quand même allé le voir avant de le remettre en contact avec Pierre Mauroy pour savoir s'il était vivant, s'il avait encore toute sa tête, enfin bon. Bref. Et on se met à parler, il me parle de politique, et j'étais jeune, beaucoup plus que maintenant. Il me dit, oh, la politique, c'est quand même des gens, c'est des intrigues, c'est des trucs, ça ne me plaît pas. Et il m'avait répondu, tu sais, en politique, quand tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais peut-être faire de la politique, en fait. Pour pas laisser les dégoûtants tout seuls. Il nous reste malheureusement très peu de temps. J'ai encore deux questions à vous poser. Après tout ce qu'on a dit, quelles sont finalement les armes de la résistance ? Est-ce que c'est d'abord l'éducation ? Est-ce que c'est l'exercice du jugement critique ? Est-ce que c'est la vigilance intellectuelle ? Est-ce qu'il faut réapprendre un certain nombre de choses ? Qui peut encore mobiliser ces armes-là ? Qui peut nous donner le bon chemin ? Alors, la richesse de la démocratie, c'est la diversité. Et il faut qu'on fasse bon usage, plein usage de notre diversité. On peut avoir des tas de manières d'expliquer le monde, de démasquer les manipulations, et toutes sont légitimes du moment qu'elles sont authentiques. Un pays comme Taïwan, tout petit, confronté à une Chine qui a dit et répété qu'elle reprendrait Taïwan de gré ou de force, et confronté tous les jours à la désinformation, aux ingérences, à des influenceurs qui sont payés pour dire du bien de Pékin à Taïwan, etc. Ce pays aurait pu baisser les bras. Or, il n'a jamais été aussi démocratique qu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand il y a une désinformation qui arrive, et c'est 10 fois par jour, le gouvernement taïwanais a encouragé, laissé fleurir en quelque sorte, énormément d'activistes sur Internet qui sont de la société civile et qui réagissent tout de suite, très vite, par des messages courts, avec quasiment une obligation nationale qui est l'humour, pour ridiculiser les attaques souvent lourdingues des pays autoritaires, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que l'humour soit leur marque de fabrique. Je vous recommande, si vous avez le courage de lire les 500 pages de ce bouquin, quand les Chinois ont essayé de faire de l'humour sur les accusations d'espionnage que l'on profère à leur endroit, ils avaient fait une espèce de clip vidéo qui était lamentable de lourdeur. Donc à Taïwan, tous les jours, il y a une réponse, mais qui ne vient pas du gouvernement, qui vient de la société civile, qui y est encouragée, qui a toute sa place. Il y a des modes de financement qui, à la fois, maintiennent son indépendance et lui permettent de rester économiquement viable. C'est la même chose pour les médias. C'est la même chose pour ce qu'on appelle le fact-checking,
c'est-à-dire la vérification de ce qui est dit en permanence. Pour ceux qui font ce qu'on appelle du renseignement en source ouverte, donc qui vont regarder une photo d'un champ de bataille et qui vont vous dire oui, c'est très intéressant, mais en fait ça a été pris en 2008 tout à fait ailleurs, donc ça n'a aucune valeur, laissez tomber, c'est de la manipulation. C'est tout, j'allais dire, cet écosystème qu'il faut aider à fleurir plutôt que de dire que fait l'État, que fait le gouvernement. On ne va quand même pas créer un ministère de la vérité et de la propagande pour se battre contre ça. Donc c'est plutôt chacun d'entre nous, à tous les échelons, qui doit se dire, 1, j'exerce mon esprit critique, 2, je m'informe, 3, on va arrêter de dire que fait l'école, qu'est-ce qu'on fait en tant que parents, les profs ne peuvent pas tout faire. Partout dans son entourage, quand on entend quelque chose, s'y intéresser, revenir aux fondamentaux, chercher les faits. Et c'est cet effet boule de neige que seule une démocratie peut produire, parce qu'ici, l'opinion de chacun d'entre nous peut être entendue sans être censurée. Et c'est comme ça que, en fait, jusqu'à maintenant, on se défend pas si mal. Moi, mon livre n'est pas pessimiste, parce que regardez ce que j'ai dit sur le Covid, quand j'ai dit que la Chine, la Russie avait essayé de nous faire croire qu'ils se défendaient mieux que nous. On l'a cru pendant quelques semaines, nous tous, on ne le croit plus aujourd'hui. Parce qu'on a réussi à régénérer notre façon de réfléchir. Sur l'Ukraine, moi je suis toujours admirative des gens que je croise, ici, en Béarn, à quel point ils sont solidaires de la population ukrainienne, à quel point ils sont généreux, à quel point ils ressentent ce que vivent les Ukrainiens. Ils n'ont pas besoin d'entendre telle ou telle politique. Enfin bon, j'essaie quand même d'en parler. Mais cette capacité de la démocratie à se régénérer, elle est là. Elle n'est pas acquise pour toujours. On est né avec, nous tous, parce qu'on est né après la guerre, on a de la chance. Donc on doit le défendre. C'est vraiment une mobilisation que j'appelle, mais pas une mobilisation, le couteau entre les dents, une mobilisation de nos cerveaux, de notre cœur, de notre solidarité, parce qu'on est vraiment attaqué et parce que ça vaut vraiment la peine de défendre ce dont on a hérité. Permettez-moi de déborder de quelques minutes parce qu'on vous a présent ici. Vous êtes une actrice importante de la diplomatie européenne et on ne peut pas ne pas aborder aujourd'hui une question d'actualité. Comment cette guerre en Ukraine peut-elle se terminer? Vous qui avez été plusieurs fois à Kiev, vous avez accompagné le président Macron, vous avez rencontré Zelensky, vous avez rencontré tout un ensemble de personnes importantes dans cette guerre, vous connaissez parfaitement les rouages diplomatiques. Quel est votre regard là pour les prochains mois? Est-ce que cette guerre peut s'en sortir autrement que par une explosion encore plus grave? Alors d'abord, il faut voir à quel point, ça va être cynique ce que je dis, à quel point nous avons de la chance. Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour eux, ils se battent pour nous. Et c'est eux qui se battent. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui perdent des maris, des frères, des fils. Pas seulement pour l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, mais parce que il suffit de lire Vladimir Poutine, il suffit d'écouter ses discours. Il a dit, après l'Ukraine, il y aura les autres. Il y aura les pays baltes, il y aura la Pologne. Il avancera jusqu'à ce que ça résiste. Et c'est en Ukraine que ça résiste. Et c'est notre intérêt que la Russie soit durablement affaiblie tant qu'elle a à l'esprit cet aventurisme militaire. C'est ça qu'on doit souhaiter. Est-ce que c'est réaliste? Regardez la reprise de Kherson. Qui aurait parié que Kherson, qui était tombé dans les toutes premières semaines de la guerre d'Ukraine, serait repris par les Ukrainiens? Kherson a accueilli le premier train entre Kiev et Kherson hier matin. Il faut continuer à aider les Ukrainiens. Ils vivent une guerre très dure. C'est un peuple magnifique. Je passe un message très simple, mais très fort, parce que je vais retourner en Ukraine dans 2 semaines et que, évidemment, je me préoccupe de savoir quels sont les besoins immédiats. Compte tenu des frappes que la Russie fait contre les infrastructures électriques, comme elle n'est pas capable de gagner une victoire militaire, elle essaye de décourager les populations par le froid, par le manque d'électricité. Ils ont besoin de générateurs. Ils ont besoin de 20 000 générateurs parce que Volodymyr Zelensky veut que les enfants continuent à aller à l'école.
Donc il faut tout simplement des générateurs pour les salles de classe. Un générateur, ça coûte à partir de 1 000 €. Allez voir vos maires, allez voir vos élus locaux et demandez-leur de rassembler de quoi envoyer des générateurs à l'Ukraine. Ça n'est pas compliqué, ça ne va pas nous emmener dans la Troisième Guerre mondiale, ça va simplement nous permettre de nous regarder dans la glace ce matin en étant certains d'avoir fait quelque chose d'utile. Merci Nathalie Loiseau. Merci pour vos analyses et vos commentaires très précieux. Avant de passer la parole à vous, hein, qui avez sans doute 2-3 questions à poser à Madame Loiseau, je voudrais vraiment vous recommander la lecture de ce livre. C'est évidemment 500 pages, ça ne se lit pas en 2 minutes, mais ça se lit très bien. C'est très facilement absorbable, si je puis dire, et c'est en tous les cas une vraie richesse à connaître. Voilà. Y a-t-il des questions? Sans doute. On dit toujours que c'est la première question qui est difficile, mais elle est là, c'est formidable, voilà. Je vous en prie. Bonsoir madame. Alors, je vous rassure tout de suite, vos plus de 550 pages, je les ai lues. Ah ben voilà. Merci. Et avec gourmandise, en plus. Merci de me conforter. Non, mais j'ai aussi lu Z comme zombie. Et pour vous qui êtes visiblement très optimiste sur l'évolution de la mentalité des peuples en Europe et plus particulièrement en France, est-ce que vous, au fond de vous-même, vous êtes sûr qu'un jour, je n'aurai pas l'occasion de lire F comme Flamby? Écoutez, l'évolution des peuples, ça dépend de nous. C'est quand même pas très compliqué de se rappeler ce pourquoi nos parents, nos grands-parents se sont battus. Moi, mon père était résistant, il est mort maintenant. Mais mon sentiment, c'est ma génération qui doit s'apercevoir que voilà, on a été occupé par les nazis. C'est des choses qui peuvent arriver, que les régimes autoritaires sont rarement des régimes pacifiques, et que le plus tôt on est en alerte, le mieux on fait fonctionner les pouvoirs, les contre-pouvoirs, l'esprit critique, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, le mieux on se portera. Moi, je suis entrée en politique tout simplement parce que j'ai 4 enfants et que je vais essayer de leur laisser un monde vivable. Sinon, je ferai autre chose parce que c'est vrai que la politique, c'est pas reposant tous les jours. Mais chacun d'entre nous, là où il est, dans ce qu'il fait, dans ses actions, dans ses paroles, peut défendre ce dont il bénéficie. On est pour le moment des rentiers de la paix, des rentiers de la démocratie, des rentiers de la liberté. On peut donner quelque chose en retour par rapport à tout ça, sans que ce soit un sacrifice insurmontable, au contraire. Donc oui, vous savez, si vous n'êtes pas optimiste de nature, vous ne faites pas de politique. Parce que sinon... Une autre question peut-être, monsieur, on va vous donner un micro. Merci de poser votre question brièvement. Vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que ce que les régimes autoritaires, nos adversaires, considèrent comme une faiblesse est en réalité notre force, et en particulier la liberté d'expression. Quelques semaines après le 24 février, 2 chaînes de télévision financées par le gouvernement russe et diffusées en Europe, Sputnik et Russia Today, ont été interdites de diffusion. Aussitôt, le gouvernement russe et les médias qui sont à son service nous ont dit avec un sourire en coin que décidément, pour nous Européens, la liberté d'expression était à géométrie variable. Est-ce que vous pensez que nous avons effectivement donné une arme à nos adversaires? Est-ce que vous pensez qu'il fallait interdire effectivement de diffusion Sputnik et Russia Today? Ou, pour reprendre vos propos de tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu plutôt appliquer la politique de la pizza surgelée, c'est-à-dire exiger de ces chaînes qu'il y ait systématiquement un bandeau en haut de l'écran de télévision annonçant les sources de financement de ces 2 chaînes?
C'est une question que je me suis beaucoup posée, donc je vous remercie de me permettre de dire pourquoi je suis arrivée à la conclusion qui est la mienne aujourd'hui. Parce qu'en effet, fermer des chaînes de télévision, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, sous réserve que ce soit des médias. Or, j'ai lu, écouté attentivement toutes les déclarations de la présidente de RT à Moscou, de la patronne de donc Margarita Simonian, de la patronne de RT en France, qui est Ksenia Fedorova, de la patronne de RT en Allemagne, et ce qu'en dit le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu. Ce ne sont pas des médias. Margarita Simonian, donc la patronne de RT pour le monde entier, dit « La Russie a besoin de RT comme elle a besoin du ministère de la Défense. Nous sommes là pour la 3e guerre mondiale de l'information. » Quelle chaîne, ailleurs, irait dire une chose pareille? Le patron de Sputnik a dit il y a quelques semaines « Payer des journalistes, c'est quand même moins cher que de tuer des gens. » Quel patron de médias digne de ce nom dirait une chose pareille? Et je ne vais pas vous faire toutes les citations, elles sont dans le bouquin, mais elles expliquent qu'au départ, le Russia Today, quand elle a été créée, c'est parce que le pouvoir russe trouvait qu'on parlait en mal de la Russie. À l'époque, le pouvoir russe disait c'est terrible, quand on parle de Russie, on dit froid, pauvreté, communisme. Donc c'était une pure chaîne de propagande pour dire qu'en fait la Russie c'était sympa. Ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose pour montrer que c'était si sympathique que ça. Et à partir de 2009, Russia Today a changé de nom, c'est appelé RT, et l'objectif n'a plus été de dire que la Russie c'était bien, mais ça a été de discréditer les pays occidentaux toute la journée. Il n'y a pas une chaîne qui a parlé davantage des Gilets jaunes et qui leur a donné davantage le micro que Russia Today, devant toutes les autres, avec un souci qui était de dire « Regardez, la France est au bord de la révolution ». Et vous retrouvez la même chose partout. Alors, quand ça n'est plus un média en tant que tel, mais quand c'est une arme de guerre, est-ce qu'on doit être les ravis de la crèche et dire « Allez, que toutes les opinions s'expriment ». C'est fait pour faire en sorte qu'on ne croit même plus aux valeurs démocratiques. Bien sûr qu'il faut manier tout ça avec précaution. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, Russia Today vient d'ouvrir un bureau à Belgrade, dans le pays sur le continent européen le plus pro-russe. Ça n'est pas tout à fait un hasard. Et que Russia Today France a rebasculer ses activités sur l'Afrique, en particulier sur le Sahel, pour discréditer la France. C'est vraiment une arme qui est destinée à nous faire du mal. À partir de là, il y a un moment où on n'est pas obligé de dire « continuez, ça me fait plaisir ». Merci Nathalie Loiseau. On va vous laisser le temps de rejoindre la table des dédicaces. Merci encore de vos explications et de vos commentaires.